Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 4 solutions de financement pour vos opérations de marchand de biens et ça même si c'est votre première opération. Pour ça, on va parler de 4 possibilités qui existent et que j'utilise au quotidien qui sont le financement bancaire, le crowdfunding ou le club deal, le prêt privé et l'association. Pour toutes ces solutions, on va les comparer en faisant avantages, inconvénients. On va également parler de l'apport, de la durée, du coût, du remboursement. Et pour finir, je vous ferai un classement avec la stratégie qui a la plus grande facilité d'obtention d'un financement lorsque c'est votre première opération de marchand de biens. Obtenir un financement même lorsqu'on est marchand de biens, c'est tout à fait possible. On accompagne au quotidien des dizaines et des dizaines de personnes dans ce cadre-là. Et je pense notamment à Sandra qui, encore il n'y a pas longtemps, a obtenu un financement marchand de biens. C'était sa première opération et elle n'avait jamais fait d'immobilier en parallèle. Elle était en CDD qui prenait fin quelques semaines après, donc autant vous dire qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient à son désavantage, mais parce qu'elle était bien structurée, elle avait trouvé un bon dossier, elle savait bien comment l'amener et elle a eu un bon interlocuteur aussi auquel on lui a introduit. Ça lui a permis d'obtenir ce premier financement. Donc c'est tout à fait possible et comme ce que j'aime dire régulièrement, c'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. À partir du moment où vous avez un bon projet et que vous avez un bon entourage, vous pouvez trouver toujours des solutions de financement. Et également, l'objectif de cette vidéo, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément que la banque qui existe pour financer vos opérations. C'est sûr que beaucoup de personnes ont déjà fait du locatif avant de se lancer dans le marchand de biens et du coup, automatiquement, on pense à la banque pour du financement. Lorsqu'on fait du marchand de biens, c'est complètement différent et c'est là où c'est intéressant parce que ça va vous permettre de vous ouvrir un petit peu l'esprit sur toutes ces stratégies. Et autre point aussi qui est important, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 50, 100, 200 000 euros de côté pour pouvoir vous lancer en marchand de biens. On accompagne toujours pareil des personnes qui ont beaucoup moins que ça et on arrive à trouver des solutions de financement adaptées. Maintenant, je vais vous partager quelques critères préalables pour l'obtention d'un financement. Ça reste essentiel pour n'importe quel type de solution. Ces critères, j'en ai dénombré 8, je pense qu'il y en a plus, mais on va dire les 8 principaux sont le projet rentable, ça c'est vraiment la base. Si vous n'avez pas de projet rentable, ça va être très difficile d'obtenir un financement. Et ce que j'entends par projet rentable, c'est un projet qui va sortir au moins 20% de marge. On a des personnes qui me disent, mais Max, regarde, c'est un bon projet, tout ça. On regarde les chiffres, ça va sortir du 10, 12, 15% de rendement. C'est pas suffisant et du coup, ça risque de bloquer directement. Deuxième chose, c'est le projet, est-ce qu'il est cohérent par rapport au secteur, par rapport à la liquidité, par rapport à la démographie, par rapport à ce que vous allez proposer. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez difficilement trouver preneur pour un studio en pleine campagne où il y a très peu d'étudiants, très peu de choses comme ça. Par contre, si ce que vous souhaitez faire, donc le projet que vous souhaitez faire, reste cohérent, par exemple dans une grande ville, vendre du studio, revendre des T2, revendre des T3, c'est absolument cohérent par rapport au marché, et bien du coup ça va être intéressant. Et notamment la liquidité des biens, par exemple sur la Côte d'Azur, on peut revendre des maisons à plusieurs millions, mais ces biens sont très peu liquides parce qu'ils peuvent mettre plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, pour pouvoir les revendre. Nous, ce qu'on fait toujours, c'est toujours trouver des opérations où lorsqu'on va revendre, on a 90% des acquéreurs qui sont intéressés sur sur ce genre de biens-là, et pas forcément les 10% qui restent parce que ça risque d'être compliqué. Donc, important d'avoir des biens à la revente qui vont être liquides, parce que c'est notamment quelque chose que les partenaires financiers regardent très souvent. Troisièmement, il y a la complexité du projet, et surtout au travers de ça, c'est en tant que néo-marchand de biens, ça va être très difficile de partir sur un premier projet qui est peut-être trop ambitieux et surtout très compliqué. Donc il faut faire vraiment très attention à la complexité du projet. Vos premières opérations doivent être assez simples et surtout le plus sécurisé. On en parlera tout à l'heure. Mais la complexité du projet joue beaucoup. Si vous achetez, vous rénovez, vous revendez, vous avez super bien acheté, sans problème. Si vous faites une petite division, une petite mise en copro, vous avez tout validé, que c'est pas très complexe, sans problème. Mais si demain vous commencez avec un terrain que vous avez divisé en 10, construire 10 maisons et tout revendre, c'est votre première opération. Un, ça va être un projet qui va être assez cher, mais deux, surtout un projet qui va être très complexe. Et ça peut être des warnings pour les partenaires financiers. Quatrièmement, la durée du projet. Plus un projet va durer longtemps, plus il va vous coûter cher. Parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des intérêts à payer chaque mois, chaque trimestre, chaque année éventuellement. Et du coup, plus un projet sera long, plus vous aurez des frais financiers qui seront élevés par rapport à ce projet-là. Et aussi, très important par rapport au contexte actuel, c'est que les banques ont peur de projets qui soient trop longs parce qu'on ne sait pas comment va évoluer l'immobilier. Même s'il y a des baisses de taux et que tout le monde pense que l'immobilier va repartir à la hausse très rapidement, les banques, toujours pareil, souhaitent se sécuriser. Donc, plus un projet sera long,
plus il y aura de l'incertitude aussi qu'il aille au bout. À l'inverse, plus un projet sera court et mieux ce sera pour tout le monde. Cinquièmement, les garanties que vous pouvez apporter. Ça peut être par rapport à d'autres biens que vous avez aussi qui sont totalement payés, ça peut être une caution personnelle, bref, essayez d'apporter un maximum de garanties, de collatéral que vous pouvez mettre en face pour pouvoir aussi asseoir votre crédibilité par rapport à ça et augmenter la possibilité d'obtenir un financement. Sixièmement, le ou les porteurs du projet. C'est très important aussi, même si on peut avoir un bon projet, si les porteurs de ce projet ne sont pas fiables, ça va être toujours pareil, difficile d'obtenir un financement. Un porteur de projet est tout aussi important que le projet en lui-même, tout aussi important que le marché en lui-même, parce que si le porteur de projet fait défaut au projet pendant la réalisation de celui-ci, bah là c'est toute l'opération qui capote et ça peut être compliqué aussi pour un partenaire financier de financer ça. Ce que j'entends par là, c'est surtout la cohérence. Si demain vous avez un projet qui nécessite énormément de travaux, mais que vous n'avez jamais fait de travaux de rénovation de votre part, vous n'avez jamais suivi aucun chantier à titre particulier lorsque vous avez fait du locatif par exemple, ou même titre professionnel, que c'est pas forcément votre activité pro, bah là il y aura une incohérence par rapport à ça. Et c'est pour ça que certaines fois on discutait avec des banquiers, et certains banquiers pour des personnes qu'on accompagnait, et notamment pour des projets qui nécessitaient beaucoup de travaux, disaient bah, si tu peux associer ton maître d'œuvre, même si c'est une part minime de l'opération, au moins ça va venir étayer ton dossier et venir compléter ce manque d'expérience que toi tu as en travaux par un autre associé qui lui peut l'avoir. Donc c'est toujours important de connaître aussi l'expérience des porteurs de projet. Est-ce que cette expérience est cohérente par rapport à ce projet? Septièmement, autre point à ne pas négliger, c'est la présentation du dossier. C'est tout aussi important de bien pouvoir présenter le dossier parce que c'est ce qui va montrer que vous êtes pro, que vous avez peut-être de l'expérience ou au moins que vous êtes monté en compétence là-dessus, même si c'est votre première opération. Et ça va te permettre aussi d'avoir une vision rapide, claire et limpide en sachant comment on va du point A au point B, combien on va gagner, combien de temps ça va nous prendre, tous les risques qui sont levés, toutes les garanties qu'on peut mettre en place. Plus vous allez être précis sur la présentation de votre projet et professionnel, mieux ce sera. Il faut savoir que la plupart du temps, vous allez avoir affaire à des personnes qui sont professionnelles, que ce soit des banquiers, des prêteurs privés, du crowdfunding. Ils ont l'habitude de voir des opérations de marchand de biens. Donc, ce n'est pas forcément comme un conseiller particulier qui, lui, vous fait aussi bien votre prêt pour votre investissement locatif que vendre de l'assurance vie, un PEL ou de l'assurance habitation. Là, c'est vraiment un pro qui connaît clairement l'achat-revente et l'immobilier. Plus vous êtes pro dans votre présentation, mieux ce sera pour l'obtention de votre financement. Et sixièmement, essayez de montrer un petit peu toutes les démarches que vous avez déjà réalisées avant de demander un financement. Ça peut être la signature du compromis, ça peut être déjà d'être en contact avec l'expert comptable pour la création de la société, ça peut être aussi d'avoir déjà déposé les DP s'il y a certaines modifications de façade ou autres qui sont nécessaires. Donc vraiment montrer déjà tout ce que vous avez prémédité. Plus vous allez préméditer pas mal de choses, mieux ce sera. Nous, par exemple, on envoie les dossiers Enedis le plus vite possible, on envoie la création de la structure si on a des nouveaux associés le plus vite possible, on lance les démarches à la mairie le plus vite possible également, et tout ça, on le met dans notre dossier en disant, voilà, on a déjà fait tout ça. Au moins, toujours pareil, ça montre que vous comprenez, que vous avez déjà une vision d'ensemble d'une opération d'achat-revente, même si vous n'avez pas fait directement une, mais que vous avez quelqu'un qui vous épaule et qui vous explique quoi faire à quel moment et que vous ne vous retrouvez pas dos au mur en disant « Ah bah merde, j'ai oublié de faire ça, et là ça va encore me faire perdre 3 mois ». Donc vraiment, toutes ces démarches-là que vous aurez déjà réalisées, montrez-les également dans votre dossier. Voilà du coup pour ce qui était de cette petite ébauche. Maintenant, on va passer sur les avantages et inconvénients de chacune de ces solutions. Première solution, c'est le financement bancaire. Alors, c'est différent déjà que du financement à titre particulier, comme ce que je le disais tout à l'heure. Lorsque vous alliez voir votre banquier pour acheter un studio, vous alliez mettre en location, ça reste différent. Donc, c'est pas parce que vous l'avez fait une fois, deux fois, trois fois qu'obtenir un financement marchand de biens, ça va être exactement pareil, le même dossier et aussi simple que ça. Non, c'est beaucoup plus différent parce que, comme je le disais, on a affaire à des banquiers professionnels. Dès que je discute avec mes banquiers pros, ils connaissent aussi bien le marché immobilier que moi. Donc, je ne peux pas leur inventer n'importe quoi, je ne peux pas leur dire n'importe quoi et ils vont vraiment me challenger sur chaque chose. Donc, c'est là où vous devez être encore plus prêt et avoir toujours pareil des dossiers. Mais faites attention parce qu'il y a une grosse différence entre le financement particulier et le financement professionnel. Donc, un des premiers avantages de passer par du financement bancaire, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est, je pense, le moins cher de toutes les autres possibilités de financement que vous pouvez trouver, suivant d'autres comment vous aurez la possibilité de négocier. Mais en l'occurrence, de manière générale, c'est moins cher et c'est plus intéressant de passer par une banque par rapport à cet aspect-là. Et un autre point qui est intéressant, qui reprend un petit peu ce que je disais juste avant, c'est que les banques ont une procédure qui est quand même plutôt bien établie. Ils ont un process qui est assez clair
Et surtout, vous avez en face de vous des experts qui connaissent bien le secteur, qui connaissent bien le marché. Donc, si vous disent oui pour l'obtention de votre financement, c'est qu'ils ont également fait une analyse et qu'ils sont venus doubler votre validation. Vous avez peut-être validé ce projet, mais eux le valident également. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment des personnes, comme je le dis, qui connaissent le secteur, qui connaissent ce qui se vend, ce qui ne se vend pas. Et parce que du coup, ils font pas mal d'opérations aussi au quotidien et ils ont vu là où il y a eu des problématiques et il y a eu des défauts de paiement sur certaines opérations. Donc, c'est intéressant d'avoir aussi, si vous arrivez à avoir un financement bancaire, pour moi, ça reste un bel avantage parce que si vous dites oui, c'est également que l'opération peut majoritairement bien se passer. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Premier inconvénient que je vois, c'est que c'est un process qui peut être assez long et des fois compliqué en fonction de certaines banques. Donc, il y a des banques qui sont quand même très connues pour le marchand de biens, par lesquelles on passe beaucoup moins parce que le process peut prendre plusieurs mois. Je parle de 3 mois, 4 mois, 5 mois, des fois même 6 mois d'analyse, de création du dossier, même si on leur envoie toutes les pièces très rapidement. C'est eux, leur capacité à analyser et peut-être qu'ils ont trop d'opérations, trop d'analyses de dossiers en parallèle, font que c'est beaucoup plus long et des fois on est obligé de se rabattre sur d'autres stratégies de financement pour essayer de combler ça. Donc ça, c'est un inconvénient aussi en fonction des banques, essayer de les sonder au préalable pour connaître un petit peu leur délai ou de sonder des personnes qui ont eu affaire à ces banques et qui ont demandé un financement récemment, voir quels ont été le process. Et ça, essayez toujours pareil de le préméditer lorsque vous allez signer un compromis. Si vous savez que la banque peut vous financer mais que les délais sont un peu longs, essayez déjà de négocier lors du compromis une vente un petit peu plus longue. Un des autres inconvénients aussi, c'est le paiement des intérêts trimestriels. Donc très souvent, lorsque vous faites du financement bancaire, les banques vont vous demander de payer des intérêts trimestriellement. Donc ça, il faut le prévoir dans sa trésorerie. Ça peut vite chiffrer parce que là, on peut parler de plusieurs milliers d'euros tous les trimestres à sortir et ça, même si on n'a pas encore revendu son opération. Certaines banques acceptent de financer une enveloppe, par exemple, de 12 mois d'intérêt et comme ça, ils provisionnent sur un compte et vous pouvez éventuellement, ça vous fait une flexibilité au niveau de la trésorerie. Votre crédit sera un petit peu plus gros, mais au moins, ils peuvent le prendre en charge et vous, ça vous l'évite de sortir de votre poche. Mais d'autres banques le refusent, donc il faut quand même le prévoir dans votre business plan et surtout dans le plan de trésorerie que vous allez avoir sur vos opérations. Et troisième inconvénient, c'est que les banques peuvent imposer certaines conditions strictes sur le projet et le déblocage des fonds. Par exemple, elles peuvent accepter de débloquer les fonds pour les travaux que si vous avez un peu de précom ou que si vous avez certains délais qui sont purgés de tout recours. Donc des fois, on peut perdre pas mal de temps aussi sur le déblocage des fonds et à l'attaque des travaux à cause de ça. Donc faites bien attention aussi aux conditions de déblocage des fonds. Est-ce qu'ils peuvent débloquer tout de suite ou est-ce qu'il y a des conditions qui vont derrière? Deuxième stratégie, le crowdfunding immobilier. Donc les avantages du crowdfunding, il y en a quelques-uns également. Ça permet, sous certaines conditions, mais c'est possible de financer jusqu'à 100% des opérations. Je parle de crowdfunding et aussi de club deal. Donc club deal, c'est plutôt des CGP, donc des conseillers en gestion de patrimoine qui ont leur cabinet et qui ont des clients un petit peu VIP avec qui nous on peut travailler aussi. Et du coup, ça passe pas sur des plateformes de crowdfunding, ça passe plus sur du club deal, donc vraiment du club un peu privé de financier. Donc là, on nous a déjà proposé aussi ce genre de faisabilité jusqu'à 100%. Donc on ne met pas d'apport. Ça nécessite d'autres contreparties et je doute qu'en tant que néo-marchand de biens, vous puissiez accéder à ça. Si vous y arrivez, tant mieux. Mais je sais que tôt ou tard, c'est possible d'atteindre ça. On n'est pas obligé de mettre 20, 25, 30% d'apport, par exemple. Autre avantage, c'est qu'on n'est pas aussi obligé de se mettre garantie personnelle, donc caution personnelle. C'est souvent, et ça peut être basé que sur le projet en tant que tel, évidemment, si le projet est bien ficelé. Inconvénient, frais élevés. Donc, on a tout un tas de frais de plateforme, des commissions. On a aussi les intérêts qui sont plus élevés que ceux de la banque. Donc, ça coûte plus cher d'avoir une solution en crowdfunding ou en club deal. Mais par contre, c'est une solution qui reste plus flexible. Et un autre risque, alors ça va dépendre directement de la plateforme et de la base, on va dire, de financière sur cette plateforme. Mais quelquefois, il se peut que le projet ne recueille pas forcément le montant nécessaire de l'opération. Je dis n'importe quoi, mais si vous vouliez lever 500 000 et que vous arrivez qu'à 350 000 de levée, malheureusement, vous pouvez ne pas faire cette opération ou sinon compléter vous de votre poche, trouver une autre alternative pour compléter la différence. Mais ça reste une possibilité que le montant levé n'atteigne pas le montant demandé. Troisième solution de financement, c'est le prêt privé. Donc il y a pas mal d'avantages. Moi, j'apprécie beaucoup le prêt privé. Premièrement, il y a une flexibilité dans les termes de l'accord que vous avez avec la partie qui va vous donner, enfin vous prêter de l'argent. Ça peut être sur la durée, sur les taux d'intérêt, sur les échéanciers, sur les conditions, sur tout un tas de choses. Et là, ça reste purement de la négociation en respectant évidemment un certain cadre. Mais sinon, on peut vraiment négocier tout un tas de choses. Vous avez
pour moi aussi, je trouve moins de formalité qu'un financement bancaire ou crowdfunding. Donc, on peut aller beaucoup plus vite et on va faire un dossier qui est assez complet, mais peut-être moins de justificatifs à apporter sur tout un tas de choses. Et vous avez une possibilité d'accéder rapidement au fonds, et ça sur une durée qui est déterminée. Donc, nous, c'est ce qu'on a remarqué aussi. Des fois, on avait un besoin pressé de fonds parce qu'il y a une vente qui n'a pas abouti, mais qui nous servait à racheter un autre bien. Bah, très rapidement, on fait un prêt privé avec une société ou autre, et du coup, ça nous permet d'accéder très rapidement. On n'a pas tout ce délai d'instruction, d'analyse, de validation. Souvent, ça va beaucoup plus vite. Les inconvénients, du coup, par rapport au prêt, ça peut être le taux d'intérêt qui peut être souvent plus élevé que celui d'une banque et à peu près similaire à celui du crowdfunding. Donc, cumulé, je pense qu'une banque, comme je le disais tout à l'heure, ça a vraiment le taux d'intérêt qui est le plus faible, ensuite le prêt privé, et ensuite, pourquoi pas le crowdfunding, parce qu'après, à taux égal d'intérêt, bah, on a des frais de dossier, des commissions, des choses comme ça, moindres lorsqu'on fait un prêt privé. Donc, c'est plus élevé qu'une banque, mais ça reste quand même assez acceptable. Les investisseurs, ils peuvent demander pas mal de garanties pour se couvrir, donc en fonction de l'expérience que vous avez, en fonction de l'expérience aussi de la société, le projet en tant que tel. Ils peuvent vous demander une hypothèque sur le bien, ils peuvent vous demander d'être en caution perso, ils peuvent vous demander d'hypothéquer d'autres biens qui sont déjà payés et les mettre en garantie également. Donc, il y a tout un tas de choses, et toujours pareil, ça va faire partie de la négociation. Plus vous aurez montré, plus vous aurez fait des opérations, bah, plus vous serez sérieux, crédible, donc potentiellement vous aurez moins de garanties spécifiques à apporter. Mais lorsque vous démarrez, on peut vous demander tout un tas de garanties. Et troisième inconvénient, certaines personnes font ce qu'on appelle du love money, donc ils vont voir leur famille, leurs amis proches, peut-être des collègues de travail. Ce qu'il faut faire attention par rapport à ça, c'est demander de l'argent à des personnes qui connaissent l'immobilier, qui connaissent potentiellement le marchand de biens, parce que bah, c'est pas tout le temps tout beau tout rose, et certaines fois ça peut mal se passer. Et si ça se passe mal, ou s'il y a quelques embûches qui arrivent sur votre opération, eh ben, au moins elles sont averties, au moins elles comprennent un petit peu tout ça. Si vous faites appel à Tati Ginette et que vous lui dites bah, finalement je ne peux pas te rembourser à telle date, mais ce sera un peu plus tard, elle peut avoir peur parce que vu qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, et bah, du coup elle peut tout simplement flipper. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire attention à qui vous demandez un prêt privé, et essayer au moins qu'elles soient un minimum initiées. Quatrième solution, c'est de s'associer avec quelqu'un qui a les fonds, par exemple, à apporter pour cette opération. L'avantage, c'est que vous, ça va réduire directement votre risque financier parce que c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre à votre place. Vous allez également bénéficier d'un partage de compétences, de connaissances, de réseaux, et ça peut vraiment venir renforcer le projet. Là, c'est vraiment, il fait partie prenante de l'opération, et du coup, on peut lui attribuer d'autres tâches que simplement apporter un petit peu d'argent. Et troisième avantage que je vois aussi à cette solution, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de rembourser d'intérêts parce que vous allez tout simplement vous partager les profits. Si évidemment il y a des profits, c'est le but, mais vous allez plutôt vous partager la marge plutôt que de lui payer des intérêts. Après, il y a certaines personnes qui vont dire je veux un rendement sur mon argent plus un partage de la marge. Bon, ça c'est toujours pareil, c'est que de la négociation aussi. Mais nous, très souvent, on dit bah voilà, on fait X%, 50-50 sur la marge, si on est à 50-50 par exemple. Mais c'est beaucoup plus simple, on n'a pas des intérêts en plus à payer. Donc on a des frais financiers inexistants parce que c'est simplement sur les gains éventuels de l'opération. Les inconvénients que je peux retrouver, c'est que vous n'êtes plus forcément seul maître à bord. Donc vous n'êtes plus le seul décisionnaire sur ce projet. Vous êtes deux, vous êtes trois, vous êtes plusieurs. Moi personnellement, ça ne me dérange pas parce que j'adore m'associer avec des personnes, mais certaines personnes, ça peut les déranger. Vous pouvez avoir, donc c'est pour ça qu'il faut bien se cadrer en amont. Là par exemple, on est sur une belle association avec 4 personnes pour faire plusieurs opérations aussi dans un autre secteur que la Côte d'Azur. Et on prend pas mal de temps sur la mise en place de qui fait quoi, la stratégie, la vision qu'on a au travers de toutes ces opérations, parce qu'il peut potentiellement y avoir des différences et une personne qui pense ça à un moment ou qui pensait quelque chose, c'était pas clair, et finalement dès qu'il arrive une problématique ou un certain moment, bah, on peut se séparer, on peut avoir des divergences aussi d'opinion sur certains choix, donc ça peut être compliqué. Nous, on préfère prendre plus de temps en amont avec les associés et vraiment se mettre au carré en disant ok, quelle est ta vision, comment tu vois la chose, comment on se structure, viens, on va se voir ensemble. Par exemple, dans 2 semaines, on se voit tous avec nos femmes, nos enfants, et ça permet vraiment d'apprendre à se connaître et vraiment de faire un point global avant même de s'associer. Et ça, faites-le pas après. Ça peut réduire les divergences d'opinion et surtout des visions qui sont différentes. Et troisièmement, c'est un peu ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est une répartition claire des rôles, des responsabilités, et
Voilà, ça va vraiment permettre d'éviter les conflits. Donc, c'est des inconvénients, mais qui peuvent très facilement être corrigés. Mais faites attention à ça, surtout qui fait quoi dans l'opérationnel. Et soyez clair, s'il n'y a qu'un partenaire financier qui apporte que l'argent, n'allez pas lui demander d'aller sur le terrain gérer les travaux si ce n'était pas déjà demandé de base. Donc vraiment, c'est important de se mettre au clair sur ce qu'il en est. Et il peut y avoir vraiment quelques petits conflits par rapport à ça. Mais honnêtement, à partir du moment où vous êtes clair en amont, il n'y a plus forcément de problématique. Donc, petite conclusion par rapport à ces quatre financements avant de passer au reste. Financement bancaire, c'est une solution qui est quand même assez solide. Ça va vous permettre vraiment de scaler aussi. Nous, on le voit par rapport à ça. C'est que on a commencé avec du fonds privé, s'associant sur la Côte d'Azur. Et là, on va passer par rapport aux banques, avec les banques du moins. Et ça va permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc, c'est vraiment solide. Ça permettra de vraiment croître beaucoup. Mais ça peut nous demander pas mal de garanties et un délai qui est peut-être un petit peu plus long. Le crowdfunding, c'est intéressant si on cherche une solution qui est assez rapide et surtout qu'on n'a pas forcément de réseau pour obtenir des prêteurs privés et que les banques ne nous financent pas, mais ça reste un petit peu cher quand même. Le prêt privé, pour nous, c'est quand même très flexible et très rapide pour obtenir les fonds. Bon, ça nécessite de bien se cadrer et de connaître du monde, évidemment. Mais voilà, après, nous, l'idée, c'est dès que vous intégrez, par exemple, le club ou autre, on vous met à disposition nos prêteurs privés également. Et la quatrième solution, c'est l'association avec d'autres personnes. Et là, du coup, ça permet vraiment de minimiser les risques financiers, de faire une association, donc peut-être travailler moins sur l'opérationnel de ce projet-là en fonction de la répartition des tâches. Et par contre, l'inconvénient, entre guillemets, c'est qu'on se répartit la tâche. Mais pour moi, ce n'est pas forcément un inconvénient parce que ça permet éventuellement de faire plus d'opérations. Maintenant, on va passer sur l'apport qui est demandé. C'est quelque chose qui est aussi important et à prendre en considération en fonction de votre profil. Donc, je généralise évidemment. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais d'un point de vue global, une banque va vous demander entre 20 et 30% d'apport, des fois plus. Quelquefois un petit peu moins, mais ça reste rare. Et pour une première opération, elle peut demander 20, mais elle va plutôt demander 25-30% de l'apport. En général, on a un levier au niveau de l'apport, surtout si on a de la précom. Voilà, si on arrive à précommercialiser pas mal de lots, si on apporte 20% et qu'il y a 70% de précom, bon, là, la banque est quand même assez sécurisée en fonction de l'avancement, de l'état de l'avancée de cette précommercialisation. Deuxième solution, le crowdfunding, c'est pareil, c'est souvent entre 20 et 30% de l'opération, mais comme je disais, ça peut être moins, ça peut être 15, ça peut être 10% d'apport, ça peut être 0% d'apport en fonction de l'antériorité que vous avez avec le crowdfunding, en fonction du projet en lui-même, en fonction de la précom, mais c'est des choses qui sont possibles. Nous, on nous l'a déjà proposé, donc ça existe d'avoir 0% d'apport en crowdfunding. Prêt privé, possibilité zéro également, vous pouvez demander 100% de l'opération. C'est ce qu'on a fait par exemple, nous on a demandé 100% des fonds. Mon associé a apporté un petit peu, mais c'était bien moins que les 20% d'apport. Et l'association, potentiellement également mettre 0 euros ou 0% d'apport, parce que vous pouvez très bien demander à un associé de s'associer avec vous, d'apporter les 20% d'apport qui sont nécessaires pour la banque, et vous directement, vous mettez pas d'argent. Donc c'est pour ça que je dis toujours, dès qu'on a un bon projet, on va trouver un financement si vous avez un bon écosystème autour de vous. Mais le fait de s'associer permet également de mettre 0 euros de sa poche. Ça permet sinon de continuer à mettre un petit peu d'apport, mais l'autre personne met encore plus d'apport et vous faites encore un plus gros projet. Voilà, c'est des choses qui sont différentes. Les durées maintenant au niveau des financements. Donc, financement bancaire, c'est souvent 2 ans. Évidemment, c'est en fonction du projet, en fonction de la typologie de projet, mais souvent, la plupart du temps, lorsqu'on fait du bâti ancien à rénover, à diviser, on va faire un prêt sur 2 ans. Le crowdfunding, ça peut être 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, peu importe, ça c'est à vous vraiment de déterminer ça avec la société qui fait du crowdfunding. Le prêt privé, ça peut être toujours pareil, 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus éventuellement. L'association, c'est sur la durée du projet ou plus, hein, si affinité. Nous, par exemple, avec les 4 associés que je vous disais, enfin on sera 4, on part sur 3 opérations. Je pense qu'il y en aura sur 18 mois, mais peut-être qu'on peut aller encore plus loin parce que si ça match, si on fait des belles OP, si tout se passe bien, l'idée c'est de continuer. Avec mon premier associé, là on n'a pas décidé d'arrêter, loin de là, on a décidé de croître encore plus les opérations, le business aussi, et du coup l'association peut être beaucoup plus longue, mais à l'inverse ça peut être que sur une seule opération. Si vous êtes clair au début, vous dites j'ai besoin de toi que sur cette OP, après j'ai envie de faire mes opérations seul, pas de problème, ça peut durer que quelques semaines, quelques mois comme opération et comme durée. Au niveau du coût, mais aussi des règlements des intérêts, donc j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure, la banque actuellement ça varie, on est autour de
7, 8% en fonction de quand vous verrez la vidéo, en fonction de votre situation perso, en fonction de votre projet, en fonction de votre secteur, en fonction de pas mal de choses. Je prends des pincettes parce qu'il y en a, ils vont me dire: «Ouais, mais moi j'ai plus, moi j'ai moins». Voilà, en moyenne, c'est à peu près ça. Il y a toujours des frais de dossier aussi. Alors là, on va pas essayer de les négocier comme en perso. Ça dépend des banques, toujours pareil. On est à peu près à 2 000 €, 1 500, 2 000, 2 500 € les frais de dossier. On aura des frais pour une hypothèque, une commission d'engagement, ça c'est à peu près 2% aussi. Et par contre, les intérêts sont à payer le plus souvent trimestriellement, donc il faut le prévoir dans son plan de trésorerie. Au niveau du crowdfunding, donc, comme je disais, le coût, c'est à peu près, il faut prévoir entre 8 et 12% de rendement pour les investisseurs qui vont venir vous financer donc sur la plateforme. Mais en plus, vous avez des frais de plateforme, des frais d'avocat, des frais. Donc, le package total fait en plus de ces 8-12% entre 5 et 8%. Donc, on voit que ça peut vite chiffrer aussi. Par contre, c'est une solution qui permet d'obtenir des financements. Le prêt privé, c'est 6-12%, peut-être moins, hein, 3-4%, 12%, 15%. Ça va vraiment dépendre de la complexité du projet, de votre besoin, de ce que vous êtes prêt aussi à pouvoir donner. Nous, en moyenne, on est entre 8 et 12%, si vous voulez. Et les intérêts, par contre, sont payés annuellement, enfin à échéance. Donc voilà, c'est souvent annuel. Nous, c'est annuel en tout cas. Et du coup, bah, voilà, c'est quelque chose à prévoir que dans un an, vous allez devoir les payer les intérêts. Et après, l'engagement, bah, ça va dépendre du coup du temps. Et l'association, bah, il n'y a pas forcément de coût direct, on va dire, mais c'est plus une répartition de la marge en fonction de la répartition des parts qu'il y avait eu. Donc très simplement, vous êtes deux à 50-50, vous faites 100 000 € de marge, 50 000 chacun. Évidemment, il y aura de l'IS, il y aura tout ça. Mais voilà, c'est 50-50, c'est assez simple. Sur certaines opérations, on a un tiers, on a un quart. Bon, bah voilà, vous allez vous répartir votre marge en fonction. L'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas forcément d'intérêt, de frais financiers en amont à sortir. C'est plutôt pas mal. Au niveau du remboursement, donc au niveau de la banque, c'est souvent un remboursement à l'avancement. Toujours pareil, ça dépend des banques, mais nous, on l'a vu, par exemple, si on achète, on divise, on revend, qu'il y a une revente des lots qui se fait progressivement, donc on ne va pas tout revendre d'un coup, mais on peut revendre à une échelle 3 mois le lot numéro 1, 2 mois plus tard le lot numéro 2, et ainsi de suite. Les banques, il y a deux cas de figure, c'est soit elles demandent de rembourser progressivement, en fait, dès qu'on revend, on revend 100 000, ben, on va rembourser 100 000, on va payer un peu moins d'intérêt, ou il y a certaines fois où ils vont dire, bah non, on met tout sur un compte, et in fine, une fois que vous aurez tout revendu, on solde le crédit. Le crowdfunding, c'est un petit peu pareil aussi, donc ça peut être à l'avancement le plus souvent. Notamment, c'est bien que ça soit à l'avancement pour vous, parce que ça va venir réduire les intérêts. Comme on l'avait vu, le crowdfunding, les intérêts sont quand même assez élevés. Au niveau du prêt privé, bah là, c'est à la date de prévu. Donc, vous allez rembourser les fonds à date. Si vous avez prévu dans 2 ans, il faut que vous ayez l'argent pour rembourser le prêt. Sinon, vous allez devoir l'étendre. C'est d'autres démarches qui peuvent être un peu compliquées. Et l'association, bah, évidemment, c'est à la fin du projet. Il n'y a pas vraiment de remboursement. C'est vous revendez le projet, comme je le disais. La personne qui a mis de l'apport en compte courant, par exemple, et qui a apporté toute la somme, bah, récupère cet apport, la marge 50-50, et après on voit vous voyez ce que vous faites. Et maintenant, pour finir, on va parler de Néo Marchand de Biens et le classement en fonction de la facilité d'obtention de quelque chose. Alors là, c'est toujours pareil, c'est très difficile de généraliser parce que ça va dépendre de tout un tas de paramètres de vous, du projet, du secteur et ainsi de suite. Mais en règle générale, nous, ce qu'on avait vu, ce qui était plus simple pour ma part à mettre en place, ça a été premièrement de s'associer avec quelqu'un qui avait un peu d'argent et que cette personne s'occupe de trouver du prêt privé. C'était plus intéressant parce que je repartais sur un nouveau secteur qui était la Côte d'Azur. Donc j'avais encore toutes mes armes à refaire et mon expérience à reprouver, on va dire, par rapport à ça. Et je trouve que même les personnes qu'on accompagne, notamment au club, bah, on s'associe beaucoup avec eux. On leur apporte quand même pas mal d'argent. On a des prêteurs privés qui nous prêtent de l'argent et on va venir financer les opérations avec eux. Donc on voit que c'est vraiment ça permet plus facilement de démarrer pour un néo-investisseur. Et après, on voit, comme je vous disais, c'est soit on continue dans les opérations en association et on continue comme ça, soit on arrête et la personne après peut être bankable parce qu'elle a déjà fait 1, 2, 3 opérations, a de l'expérience, a un peu de capital après et du coup peut faire ses opérations seule. Ensuite, deuxièmement, le crowdfunding, je trouve que c'est quand même plus flexible qu'une banque, même si la banque, c'est pas impossible, attention, là, c'est juste en termes de facilité, mais le crowdfunding, de manière globale, je trouve qu'il finance un peu plus les néo-marchands de biens que les banques. Et pour finir, le troisième, c'est plutôt les banques. Et du coup, c'est là où bah, il faut être quand même plus préparé, peut-être s'associer avec quelqu'un, et du coup,
Voilà, en termes de facilité, c'est ça. Et je le répète, hein, les banques financent encore du marchand de biens, même si c'est votre première opération, c'est juste qu'il y a tout un tas de critères. Alors, il y a certaines banques qui vont vous dire non, mais toutes les banques ne vous diront pas non pour une première opération. C'est juste, comme je dis, il faut être bien prêt, bien entouré et bien structuré. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, ça t'a permis un petit peu de t'éclairer sur toutes les solutions de financement qui se présentent à toi. Et si tu souhaites qu'on t'accompagne pour démarrer ton activité de marchand de biens ou que tu souhaites la développer, que tu as déjà commencé mais que tu souhaites aller encore plus vite et encore plus fort, et pourquoi pas qu'on s'associe avec toi pour que tu puisses bénéficier de nos fonds, de notre expérience, de notre connaissance et de tout notre réseau, alors clique sur le premier lien autour de cette vidéo et ça va te permettre d'accéder à une masterclass en live exclusive dans laquelle je t'explique toute notre manière de fonctionner pour qu'on puisse t'accompagner des meilleures des manières et que tu puisses rapidement obtenir les résultats que tu souhaites. Donc n'hésite pas à regarder en description et n'hésite pas également à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager à quelqu'un qui aimerait obtenir un premier financement en tant que marchand de biens. Sur ce, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.